J'ai pas voulu créer une auberge juste pour faire une auberge, avoir un produit touristique nouveau en Guadeloupe. C'était pas que ça mon idée, c'était pas que ça mon engagement. C'était que je voulais en fait créer une espèce de prototype d'innovation durable et voir en fait comment dans chaque étape, c'est pour ça que je construis et que je ne rénove pas un bâtiment par exemple, chaque étape, comment limiter l'utilisation des ressources, comment être autonome dès le début et comment en fait faire de cet établissement un espèce d'exemple d'innovation durable. Bonjour à tous, bienvenue dans Régénération Caraïbes. Aujourd'hui, nous allons parler d'écotourisme. Et pour cela, nous invitons Joséphine Notte, qui est la fondatrice de Calou Hostel, une auberge de jeunesse écotouristique basée à Sainte-Anne en Guadeloupe, qui va bientôt ouvrir ses portes. Elle est également la fondatrice de Calou Bike, une entreprise qui loue des vélos électriques et des parcours touristiques orientés découverte de la biodiversité ou du patrimoine culturel. Vous allez découvrir son parcours d'entrepreneuse, tous les défis qu'elle a dû relever et surtout son enthousiasme débordant. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite un super bon épisode. Salut à tous, moi c'est Joséphine, je suis la fondatrice de Calou Hostel, l'auberge de jeunesse éco-responsable basée à Sainte-Anne en Guadeloupe. Et aussi j'ai créé Calou Bike, donc une flotte de vélos électriques qui propose des balades à la découverte de la Guadeloupe depuis Sainte-Anne. Salut Joséphine, bienvenue dans l'émission. Salut. Écoute, merci d'être venue. On s'était croisés quelques fois dans le réseau Entreprendre. Et j'avais entendu aussi parler de tes initiatives. Et donc, j'ai eu la chance de te rencontrer. Et ça tombe en plein dans notre thématique. Donc là, on va parler d'écotourisme. On va parler de ton projet, évidemment. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, Calou Hostel et Calou Bike, comment l'idée est née et voilà, comment l'idée est née, tout simplement. L'idée est née en fait de mon expérience première. Donc, à 18 ans, je suis partie de France. J'ai pris mon petit sac à dos et je suis allée faire le tour de la Nouvelle-Zélande pendant 8 mois. Et pendant 8 mois, j'ai vécu dans des auberges de jeunesse. Et c'est ça qui m'a tout appris en fait dans ma vie. Et je me suis dit qu'un jour, j'aimerais bien créer un lieu comme celui-là. Et au fur et à mesure de mes aventures, j'ai continué à parcourir le monde avec mon petit sac à dos. Donc, j'ai fait l'Asie, l'Amérique latine, une partie de l'Europe. Et je me suis dit que j'avais envie de créer non seulement un lieu comme ça pour les voyageurs à mon image, mais aussi un lieu qui était un espèce de havre de paix, un espèce d'oasis qui allait peut-être à l'encontre de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Donc avec des valeurs très engagées sur les liens sociaux, l'inclusion, mais aussi justement la préservation de l'environnement. Et l'idée m'est venue de le faire en Guadeloupe parce que c'est l'île, mon île de cœur. C'est l'île qui m'a adoptée depuis plus de 10 ans maintenant. Et c'est ça que j'essaie de créer donc à Sainte-Anne, sur une parcelle de 5000 mètres carrés. Donc c'est un champ à côté de Bois-Jolant. Et on va vraiment créer ce petit havre de paix pour les voyageurs du monde, mais aussi la jeunesse locale. D'accord, ok, super. Et donc, tu disais, la Guadeloupe, c'est une île de cœur. Tu étais venu ici pour un stage à la base, c'est ça? Oui, je suis arrivée en fait, vraiment par hasard, pour faire un stage, de fin de licence dans une auberge de jeunesse. Ok. Et à l'époque, c'était ouvert, c'était à Gosier et c'était déjà en fait un carrefour d'échanges hyper intéressant. En fait, il y avait, des personnes qui forcément voulaient pas se retrouver toujours tout seuls dans leur chambre d'hôtel Mhm. et c'est pour ça que je me suis dit aussi que la Guadeloupe avait un potentiel énorme pour les auberges de jeunesse parce qu'il y en a pas beaucoup. Ouais, Et pourtant la demande est là. C'est-à-dire que c'est une destination, qui est extraordinaire avec encore aujourd'hui des activités nature fantastiques, gratuites. Par exemple, quand on compare à la ouais, Dominique, c'est pas du tout pareil, il faut payer 5 $ pour aller voir une cascade. Nous, à Bouillante, on a des sources chaudes dans la mer, enfin et en fait, le potentiel qu'on a en termes d'activités nature, aventure à bas prix, il est énorme et on l'a pas encore, je pense, assez mesuré et c'est quelque chose qui attire énormément cette clientèle de jeunes voyageurs aventuriers. Mm. Pas forcément jeunes même, parce qu'en fait, de plus en plus, même les gens qui ont 40 ans, en fait, 60 ans, 50 ans, enfin, on en croise, en fait, dans les auberges jeunesse. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment la vie en communauté ouais. et donc ça, c'est une valeur que je souhaite vraiment développer aussi, à Calou Hostel. C'est ce côté, en fait, de partage,
qui, je pense, manque encore aujourd'hui en Guadeloupe. Ouais, alors c'est ça, et tu disais il y en a peu. Alors je connais moi le Green Hostel, Oui, dans Pointe-à-Pitre. oui, J'ai pas encore rencontré les gérants qui sont à l'origine du projet. Bon, j'en entends parler, peut-être une prochaine si vous nous écoutez. Hem, Eux, c'est une auberge de jeunesse aussi? oui, et donc il y en a aussi à Dé, il y a Saint-François. Donc le mouvement est en train de prendre Ouais, et moi, je suis super contente personnellement parce qu'en fait, on ne devient pas une destination attractive pour les backpackers, comme on dit, ouais. si on est tout seul. En fait, il faut qu'il y ait plusieurs offres. C'est comme ça qu'on devient une offre, enfin une destination attractive. D'ailleurs, c'est un virage qui a pris la Jamaïque. Ils ont énormément investi ces 10-15 dernières années en fait dans l'ouverture d'établissements type hostel. D'accord. Et en fait, ils sont dans le top 10 des destinations les plus prisées par les jeunes, donc les 18-35. Ah ouais, ouais. Et c'est hyper intéressant d'attirer cette clientèle-là parce qu'en fait, c'est des gens qui donnent de l'argent au territoire. En fait, ils veulent pas dépenser beaucoup d'argent dans les Ouais, dans les hébergements. Ils veulent pas forcément louer de voiture parce que pour eux, c'est des dépenses inutiles, ouais. mais ils veulent faire des restos, ils veulent aller dans les bars, ils veulent payer pour des activités. En fait, ce budget-là est Mmh. consacré en fait à vivre, donc à faire vivre l'économie locale. Et c'est ça D'accord. que je trouve intéressant. Aussi, en tout cas en tant qu'entrepreneur, j'ai pas envie d'arriver avec une offre qui va capter en fait tous les flux de la clientèle que je veux attirer. J'ai envie que ce soit quelque chose qui participe à tout le monde. Ouais, 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 je Hem, comprends. Et là, tu parles du potentiel comme ça, mais tu en parles pas de nulle part parce que tu as quand même étudié ça. C'est-à-dire que c'est ton parcours est intéressant, c'est-à-dire que tu es arrivé en Guadeloupe, on va dire peut-être un peu par hasard, tu as trouvé un oui, stage, oui, c'est ça. j'imagine que tu étais attiré à la base. Oui, Tu as kiffé la Guadeloupe c'est ça. et là, tu es parti faire un master au Québec Ouais. et du coup, tu as fait ton master, pas folle la bête, en te disant: «Je vais le faire sur la Guadeloupe» et tu l'as fait sur le potentiel de la destination Guadeloupe, Oui, potentiel touristique. c'est ça. En fait, en gros, dès que je suis arrivée, là, j'ai vraiment identifié cette espèce de potentiel énorme, en fait, que des fois, quand on est dans son quotidien de vie, on s'en rend pas compte, en fait. Et il suffit qu'il y ait des fois Ouais. des visiteurs ou des personnes qui viennent et qui sont en mode émerveillés. Et en fait, là, on redescend un peu sur terre, on se dit: «Waouh, en fait, là où je vis, c'est un endroit qu'il faut préserver, c'est un endroit qu'il faut mettre en valeur, c'est un endroit qu'il faut chérir». Mmh. Et c'est la source de mon mémoire, c'est justement, en fait, tout le potentiel de la destination à se développer sur le marché international. Donc c'est ça, c'est super important parce qu'aujourd'hui, on a encore un énorme rapport de force, en fait, entre la destination Guadeloupe et l'Hexagone. Donc c'est plus de 70 des arrivées, enfin, peut-être que je dis un chiffre à l'arrache, mais en vrai, De métropole oui, c'est ça. hexagone. Et donc en fait, il y a cette espèce de rapport de dépendance, qui est hyper important dans le dynamique du tourisme insulaire. Parce que quand on est une destination insulaire ou un territoire insulaire, on n'a pas les mêmes enjeux de développement, on n'a pas les mêmes enjeux de vie en général, parce qu'on est isolé, l'approvisionnement des ressources est compliqué, enfin les enjeux qu'on connaît en Guadeloupe, par exemple. Ouais. Et donc en fait, être dépendant d'un autre territoire, ça renforce pas notre résilience. Au contraire, ça l'appauvrit. Mmh. Et donc, moi, je voulais voir en fait comment la Guadeloupe peut être hyper attractif, pas que pour l'Hexagone ou quelques pays d'Europe, mais vraiment pour une clientèle nord-américaine qui est proche et qui aussi a de l'argent. Et donc, en fait, c'est là j'ai fait toute une étude pour comprendre en fait les pratiques des touristes canadiens D'accord. en Guadeloupe. OK. Et en fait, les résultats étaient hyper intéressants parce que autant en France, pour les touristes d'Hexagone, on est une destination soleil un peu cheap. Ouais. Mais pour les Québécois, on est une destination de tourisme, écotourisme de luxe un peu, en Ah ouais, fait. ouais, Et d'accord. et du Ouais. coup, hem, les touristes québécois qui veulent du tourisme de masse, Ils ils vont vont pas. à Cuba, ils vont en République dominicaine, donc ils vont dans un système qui C'est n'est vrai. pas du tout bon pour nous, c'est-à-dire dans des resorts, l'argent ne revient pas à la population locale, la population locale n'est pas forcément bien payée. Et donc il y a vraiment ce positionnement-là et en fait les Québécois en particulier, c'est eux que j'ai étudiés, qui viennent ici, ils voient pas du tout la Guadeloupe comme ça. Donc c'est hyper intéressant pour nous et on a un énorme potentiel à aller sur cette clientèle-là en particulier. C'est vrai ce que tu dis maintenant que j'y pense, les grandes plages, touristiques, c'est pas le même tourisme qui vient de métropole que les Canadiens, tu les retrouves plus dans des coins reculés.
Ouais. Ben, là, par exemple, comme je te disais, j'ai accueilli, avec mes vélos, Ouais, donc un groupe de 5 Québécois qui ont fait le tour de la Grande Terre en VTT. ouais, Ils avaient déjà des trajets qui avaient été donnés par d'autres Québécois, des cyclotouristes, ouais. et ils ont adoré leur expérience. C'est sûr qu'ils vont revenir. Ils ont vraiment sillonné, mais ils faisaient des 80 kilomètres par jour, et en fait, ils m'ont dit qu'ils allaient en parler à tout le monde, et ils ont dit que c'était une destination extraordinaire. Ouais. Et en fait, clairement, c'était pas du type de personne qui va dans des resorts ou qui Mais tout inclus. voilà, non, pas du tout. Ah, Au contraire, ils étaient dans un petit gîte. ouais. C'est intéressant et puis souvent ils sont appréciés ici les Québécois. Je sens qu'il y a voilà, il y a une bonne, affinité. D'ailleurs, on va pour avoir vécu au Québec, il y a beaucoup de similarités en fait entre, je trouve, tu sais les peuples français, Amérique du Nord, et malgré tout il y a Il y a une communauté ultramarine aussi qui est importante, là-bas. ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de Guadeloupéens, les Martiniquais, ouais. Mmh. Ouais. OK, super. Donc là, on va parler alors j'ai envie de parler de 2 choses, mais on va les faire les unes après les autres. Il y a un aspect, éco, du coup, de ce que tu fais. En quoi ça consiste concrètement? Qu'est-ce qui fait que ton projet est un projet, écotouristique? En gros, j'ai pas voulu créer une auberge juste pour faire une auberge, et avoir un produit touristique, hem, nouveau en Guadeloupe. C'était pas que ça mon idée, c'était pas que ça mon engagement. C'était que je voulais, en fait, créer une espèce de prototype d'innovation durable, et voir, en fait, comment dans chaque étape, c'est pour ça que je construis et que je ne rénove pas un bâtiment, par exemple. Chaque étape, comment, limiter l'utilisation des ressources, comment être autonome dès le début, et comment, en fait, faire, de cet établissement un espèce d'exemple d'innovation durable. Donc je développe plein de petites choses en parallèle, justement dans ce sens-là. Je te donne un exemple, on va réussir à intégrer du bambou, qui vient du parc national. OK. Donc on a fait un partenariat avec le parc national. En gros, aujourd'hui, le bambou, c'est une espèce invasive, Mmh. et une des personnes avec qui je collabore, du cabinet d'architecture, sa thèse, c'est, le bambou, le potentiel, en fait, de développer une filière de construction avec notre bambou local pour Mmh. revaloriser la ressource. Ouais, Et donc nous, en fait, on les teste, c'est-à-dire que le parc national a accepté de nous donner une touffe de bambou. ouais, On les débarrasse au lieu qu'ils le détruisent, ouais. et en fait, le bloc sanitaire, les murs, ça va être, habillé comme ça avec des panneaux de bambou tressés. On a repris le système, alors comment ça s'appelle? Des golettes? Je connais pas. C'est, c'est en gros, c'est, comment en fait certains murs étaient faits avec du bois de golette, et donc OK. c'est des lames entremêlées, et ça fait en fait des parois, Ah! et donc nous Quelle on va façon de faire construire ici c'est ça, traditionnelle? ouais, c'est ça, qu'on D'accord. retrouve à Marie-Galante d'ailleurs, et nous on reprend en fait cette façon de donc ancestrale de construire, certains murs, Ouais, et en utilisant une ressource qui est vouée à être détruite, super. en partenariat avec un acteur local, et on va faire des chantiers participatifs autour de ça. Et donc en fait, dès que je peux faire intervenir des choses comme ça, Ouais. dans la création de l'auberge, et ben, je le fais. Parce que je veux vraiment inspirer aussi d'autres personnes à avoir des initiatives similaires, et voir en fait comment un petit peu on peut bouger les lignes en fait dans le secteur de la construction durable, de produits touristiques durables en tout cas, en Guadeloupe. OK, super et l'endroit où tu t'es implanté, c'était quoi? C'est quoi à la base, en fait? C'est une terre agricole? C'est, OK. C'était Un champ? un champ, je l'ai choisi stratégiquement parce que je voulais être accessible totalement mobilité douce. Donc en fait, D'accord. mon but, c'était plein de gens me disaient: «Pourquoi tu vas pas, à Petit-Bourg, sur les hauteurs, dans la jungle?» Je me dis: «Mais non, parce que moi je veux pas que la voiture soit une condition pour venir chez nous, donc on est à côté d'un arrêt de bus, Ouais. et Vous êtes à la plage de Bois-Jolant, à côté de la plage de derrière le Bois-Jolant? lycée du Sac, Derrière le lycée de Gissac, en OK. face du théâtre, Ouais, d'Oedipe, d'accord. plus précisément. OK. Et donc, en fait, il y a 50 mètres, il y a un arrêt de bus, et on est sur le chemin de la future piste cyclable qui est en cours, de construction, préparation, notamment donc c'est une partie route de Guadeloupe, une partie, la ville de Sainte-Anne. Donc on est exactement sur ce chemin-là, et c'est notamment ça aussi qu'on propose. On commence à développer des circuits pour découvrir, en tout cas toute Sainte-Anne de manière, en mobilité douce. D'accord et donc c'est ça, donc là, on a parlé de Calou Hostel, Oui, qui est en construction, qui est en construction, ouais. donc
vous avez lancé en parallèle, parce que vous êtes deux, hein, Oui, c'est ça. tu as un associé, Jeff, mon associé. Jeff, ton associé. Euh, Vous avez lancé Kalou Bike. Oui, donc en fait, Kalou Bike, à la base, c'était déjà un service de l'auberge qui était prévu. Et en fait, quand on a vu le temps que ça mettait pour construire et réussir à ouvrir, Ouais. on s'est dit, mais pourquoi on développe pas les vélos avant, en fait. Donc, on les a lancés en janvier. Ouais. Donc, c'est une flotte de 25 vélos électriques. Donc, il y a des vélos un peu plus stupes pour se balader, des VTT. Et en gros, on s'est dit, bon, on va proposer ça à la location aussi, mais en fait, on va aussi proposer des balades thématiques. Donc, on est en De guide touristique, quoi. alors, plutôt en mode autonomie, parce qu'on a quand même identifié que les gens, maintenant, bon, ils aiment bien être guidés, mais il y en a aussi beaucoup qui aiment bien faire leurs affaires. D'accord. Donc, en fait, on développe des circuits que tu peux faire en fait avec ton téléphone. Ah oui, d'accord. Donc, Virtuel. pas virtuel, mais c'est exactement comme quand tu fais un city tour, en fait. Ouais. Je sais pas, pour découvrir Strasbourg, par exemple. Et ben en fait, tu peux le faire via une application et ça te dit, ça t'arrête là, et là, tu as une petite D'accord. explication. Et Ah, ok, donc, on est en train aussi d'utiliser un petit peu d'innovation numérique, disons. d'accord. Et donc, on a développé 3 thématiques, encore une fois, dans notre engagement durable. Donc, on met en avant la culture et l'histoire de Sainte-Anne, la production locale et l'artisanat, et la biodiversité. Donc, le circuit biodiversité, il est bon. Là, il est en service. Et je suis en train de finaliser culture et histoire et artisanat. Et ça, tu bosses avec des experts, des gens qui vont te guider. Comment tu fais pour savoir Alors, beaucoup de recherches personnelles. J'ai passé pas mal de temps à la bibliothèque de Sainte-Anne, d'ailleurs. Après, c'est des entretiens. Je me renseigne auprès de Sainte-Annais. Par exemple, pour le circuit gastronomie, je suis allée voir en fait un vendeur d'épices, un vendeur de coco, et je lui ai parlé de mon idée. Et en fait, en gros, le concept, par exemple, du circuit gastronomique, c'est tu pédales et tu t'arrêtes et tu découvres des saveurs de Sainte-Anne. Donc, en fait, c'est des partenariats avec des artisans du territoire qui acceptent de jouer le jeu avec nous, de raconter un peu l'histoire. Je sais pas, hein, imagine, tu es un touriste, tu sais pas c'est quoi une pop cannelle, tu vois, par exemple. Et donc, en fait, c'est à eux aussi de se mettre aussi en avant. Et donc, je les mets sur les circuits, et c'est comme ça qu'en fait, encore une fois, tu viens à la rencontre en fait des Guadeloupéens en mobilité douce. Et pour le circuit historique, je me suis rapprochée de la ville de Sainte-Anne pour avoir des infos. Et j'attends. Ouais, ok. J'attends de pouvoir, en fait, j'aimerais bien labelliser le circuit avec eux. Parce que je suis toujours dans une posture, en fait, où je reste pas guadeloupéenne. Ouais. Je suis pas née ici. Ouais. C'est pas mon histoire profonde. Je suis pas sainte-annaise. Je suis sainte-annaise de cœur, mais je suis pas sainte-annaise d'origine. Donc, en fait, j'aimerais que Sainte-Anne soit racontée par les Sainte-Annais et que moi, je sois juste une plateforme, en fait. Donc, c'est ce que je suis en train de rechercher là, des Sainte-Annais qui veulent bien me raconter leurs histoires profondes, en fait. Voilà. Ok, ok. Super, super, c'est un beau projet. Donc ça, c'est déjà en service. On peut déjà faire le tour au moins biodiversité. Oui, c'est ça. Donc, on a un petit parcours d'1 heure et demie qui est accessible à tous, donc assez facile, où tu passes, tu découvres les mares, le littoral, une partie de la campagne, les champs de canne, et à faire en VTT. J'ai testé avec tout type de public. En général, c'est pas mal apprécié. Et voilà. Et après, c'est la location la location pure. Et on est dans le centre de Sainte-Anne à partir du mois d'avril. D'accord. Tu parles pour le... Les vélos, ouais. Ah d'accord, oui, oui, et ça, tu vas avoir un spot Ah dans ouais, le un centre kiosque à ville. vélo dans le centre de Sainte-Anne. Génial. Et ça, d'ailleurs, ça s'adresse à tout le monde, parce que même des Guadeloupéens... Ah oui, 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 surtout, en fait. Et d'ailleurs, le circuit biodiversité, je l'ai fait faire à un de mes meilleurs amis sainte-annais, qui a vécu toute sa vie à Sainte-Anne et qui m'a dit, mais j'ai découvert des endroits de Sainte-Anne que j'avais jamais traversés. Et en fait, il était limite ému, en fait, parce que c'est vraiment accessible à tous. Surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est de pédaler au cœur des paysages, en fait, d'avoir accès à tous ces sentiers secrets, en fait, ou ces points de vue, ou juste d'être au cœur d'une nature, en fait, qu'on sait même pas qui est là, alors que la route est à peut-être des fois 500 mètres. Ouais. Et c'est une expérience, oui, qui est autant pour les Guadeloupéens que les touristes, voire, selon moi, même plus pour les Guadeloupéens, parce que par contre, par exemple, tu vois, des fois, quand on traverse, on passe par des décharges sauvages. Donc, il y a aussi tout un parcours de préservation, comment dire, pas de préservation, de Sensibilisation. sensibilisation, c'est ça. D'ailleurs, on va bientôt équiper nos vélos avec des sacs poubelles.
On demande aux gens en fait de nous identifier les endroits en fait où on voit des écharpes sauvages pour nous voir comment on pourrait faire remonter les infos aux organismes concernés. Ok, trop Voilà. bien. Trop bien. Donc ça marche bien déjà, ça. C'est en lancement, donc Ouais. en fait, après on a du mal à évaluer. Le produit plaît, c'est sûr. Donc toutes les personnes qui essayent sont convaincues et ont envie de revenir. Mhm. Après, comme on est en train de développer l'auberge aussi en même temps, c'est difficile en fait d'être sur tous les fronts. Ouais. Donc on n'a pas eu le temps encore de mettre notre énergie à 100% sur les vélos. Mais je suis sûre que quand on le fera, on sera souvent rempli à 100% Ouais, par rapport aux prévisions qu'on s'est dit un petit peu conservatrices, disons. génial. Donc, en fait, à part ton auberge directement, puis le projet des vélos, tu travailles aussi sur le. Enfin, tu as une bonne vision du tourisme global parce que tu collabores avec EWAG sur les guides touristiques, c'est ça que tu me disais tout à l'heure. En fait, j'ai toujours intervenu, peu importe avec quels organismes j'ai travaillé, Ouais. dans le tourisme et la mise en valeur de, de la destination Guadeloupe. Par exemple, quand j'ai commencé, donc, comme je disais, mon stage, je l'ai fait à Cacafête. Donc j'ai commencé, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu une espèce de formation à la Guadeloupe ultra accélérée parce que j'ai dû créer avec Maïté, on a créé le premier guide des loisirs. En fait, on référençait sur son site tous les loisirs terrestres, aquatiques, euh, aériens. Donc j'ai appelé toute la Guadeloupe pour avoir les bonnes infos, les bons numéros. Pareil, on référençait aussi toutes les activités culturelles. Donc tout de suite, j'ai appris c'était quoi les Léros, c'était quoi le carnaval. On a fait un guide du carnaval, donc j'ai fait une immersion totale au sein d'un groupe pour pouvoir écrire le guide. Donc à chaque fois, en fait, j'ai toujours été dans de la rédaction. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc avec EWAC, j'ai collaboré pour faire des guides touristiques. Et quand j'étais au Canada, en fait, ce qui m'a fait revenir en Guadeloupe, c'est que j'ai développé un partenariat avec la Riviera du Levant. Et donc, en fait, on a fait un projet de création de co-destination. Donc, en gros, mon concept, c'était de me dire, si on doit revoir la destination Guadeloupe à zéro pour qu'elle soit attractive sur le marché canadien, on doit détruire toutes les bases et repartir à zéro. Donc, en fait, je voulais demander aux Guadeloupéens, c'est quoi, vous, votre Guadeloupe? Et donc, à partir de ce moment-là, quand j'avais compris c'était quoi leur Guadeloupe à eux, je voulais prendre que leurs infos et les donner aux Québécois. Et en disant, OK, vous les Québécois, par rapport à ce que les Guadeloupéens vous disent, vous, c'est quoi qu'on devrait utiliser comme argument marketing? Qu'est-ce qui vous donnerait trop envie de venir? Et donc, en fait, j'ai utilisé les deux regards. Le regard des visiteurs, enfin des visités, donc le regard local, et le regard des visiteurs pour créer quelque chose de bien plus authentique, en fait. Et D'accord. on a fait ça avec des classes, donc le lycée hôtelier de Guadeloupe, à Gosier, et une classe de l'UQAM en master. Et chaque classe est allée visiter, d'ailleurs, le Québec Ah, et la Guadeloupe. On a vraiment fait une espèce de collaboration, coopération touristique entre les deux territoires. Et donc ça aussi, c'est un projet que j'ai monté en 2018 avec la Riviera du Levant, qui était à l'initiative. Donc à chaque fois, c'est vrai que j'ai pas mal intervenu dans le sujet du tourisme en général. et la question que je me posais, c'est la place de l'écotourisme en Guadeloupe et archipel. Tu l'as vu évoluer, elle en est où? Est-ce que c'est quelque chose qui est en croissance ou pas vraiment, ou c'est encore timide? Qu'est-ce qu'il en est? Alors, je trouve que moi, la place de l'écotourisme, si je parle au niveau hébergement, Mhm. elle est énorme. Il y a beaucoup de clivages et d'inégalités. C'est-à-dire que si tu veux consommer de l'écotourisme, tu es obligé d'avoir de l'argent. Et je trouve que ça, c'est pas juste. Euh, une écologe, aujourd'hui, c'est minimum 100 à 200 euros la nuit, en fait. Mhm. Euh, Il y a plein de Guadeloupéens, en fait, qui ont envie de faire des escapades en nature ou de faire des retours aux sources, mais c'est pas du tout un budget qui est forcément, avec la vie chère aujourd'hui, qui est accessible à tout le monde. Mhm. Et en fait, d'ailleurs, c'est une partie de ce pourquoi, personnellement, moi, je veux faire des établissements éco-responsables, mais à des tarifs attractifs pour que ce soit l'écotourisme accessible pour tous. Mhm. Et je trouve qu'il y a justement, en fait, c'est encore un produit de luxe et c'est dommage parce que ça devrait être un produit plutôt mainstream pour que tout le monde puisse le consommer. C'est comme le bio, par exemple, tu vois. Ouais, ouais. Et après, au niveau des activités, il y a des très, très grosses choses beaucoup d'initiatives qui sont faites par le parc national qui est, selon moi,
un tremplin pour l'écotourisme en Guadeloupe. Mais on n'a aussi pas identifié assez, en fait, nos merveilles naturelles, je pense, et comment les protéger et comment les mettre en tourisme. Par exemple, comparé à la Dominique. Ah ouais, tu Ouais, trouves? Ah ouais? ouais, ouais. Donc il y a encore du chemin à faire, Tu en veux fait. dire en termes de marketing ou de... Non, en termes de valorisation, de préservation, parce que l'écotourisme, c'est beaucoup ça, en fait. C'est genre comment... Ouais, En gros, moi, quand j'avais des cours d'écotourisme, mon prof me disait, bon, en fait, pense que, imagine, tu fais cette rando, bah, en fait, tu vas marcher sur ce chemin et tu vas abîmer le chemin. ouais. Et donc, en fait, la limite de l'écotourisme, c'est est-ce qu'il faut vraiment même en faire? Est-ce qu'il faut même, cette question un peu, faire du tourisme? Parce qu'en fait, forcément, tu vas avoir un impact négatif sur la biodiversité autour de toi. Donc après, ça, c'est le truc extrême, hein. Mais je trouve qu'en fait, par exemple, en Dominique, ils sont hyper axés préservation de leur territoire. Il y a même des gardes Oui. voilà, qui font payer des entrées pour pouvoir justement donner de l'argent à la destination pour qu'elle continue en fait d'être préservée, communiquer aussi en ce sens-là. Nous, c'est pas comme ça qu'on se présente aujourd'hui. Et tu peux aller, enfin, je veux dire, combien de fois quand tu vas à la rivière, là, tu vois les personnes laver leur voiture, tu vois? Oui, 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 ouais, il y a ça. Mais en même temps, ça fait partie du charme. J'ai envie de dire, mais bon, le, le, le truc, par contre, ce qui se passe quand même entre les îles anglophones et chez nous, c'est que chez nous, tu peux accéder à des endroits magnifiques et c'est tout le temps gratuit. Ouais. Euh, et il y a beaucoup de Français, justement, quand ils arrivent à la Dominique ou d'autres îles anglophones, bah, même moi, hein, j'arrive, je suis allé à la Barbade, il y a des sites, on te fait payer 30 € pour aller voir une grotte. Quand tu arrives de Guadeloupe, à un moment donné, tu te dis, bah, là, moi, j'ai la même chose disponible, tous les littoraux sont disponibles en France, quoi, enfin, avec les 50 pages géométriques. On a quand même plein d'avantages et moi, je trouve que là où on pêche, c'est sur le marketing ou sur la valorisation de ça parce que, la Dominique, si tu veux, on entend l'île aux 365 rivières, préservation incroyable, mais tu regardes le code de l'environnement qu'on a. Alors, c'est vrai, bon, tu peux voir des gens qui nettoient leur voiture dans une rivière, mais je suis pas sûr que ça arrive pas en Dominique. Mais j'ai l'impression qu'on est finalement super quand même préservé en termes de réglementation et de ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Et que par contre, et puis en plus, c'est des lieux qui sont accessibles gratuits, mais par contre, on le vend pas tant que ça. C'est ça, il manque une valorisation. Et oui, après aussi, je pense que, par exemple, tu as déjà vu, tu vois beaucoup des poubelles, toi, sur les sites qu'on visite? Non. Enfin, tu vois, Ouais, des corbeilles pour mettre, ouais, ouais. il reste en fait un gros travail, tu vois, sur rien que la gestion des déchets, en fait. Enfin, Oui, oui, ouais. on peut pas juste que responsabiliser les gens. En plus, on voit bien qu'on a vu les problèmes des décharges sauvages qu'on a en Guadeloupe. Enfin, je veux dire, il y a encore aussi un gros travail à faire. Euh, on est encore loin, selon moi, de cet idéal de destination écotouristique. Je pense qu'il y a une vraie volonté, et ça, c'est le positif. Après, il faut pas juste avoir des paroles, il faut pas juste avoir des orientations stratégiques, il faut avoir des actions. Et c'est notamment pour ça, quand je reviens à mon projet, c'est pour ça que moi, je mets vraiment tout mon cœur à faire ce projet, parce que j'ai envie d'être un exemple inspirant. On se dit, ah bah, ok, bah moi, je vais faire ça. En fait, c'est pas si compliqué. Ah, c'est pas une si mauvaise idée de réutiliser l'eau pour faire ça, ou de revaloriser ce déchet en si. Enfin, c'est toutes ces bonnes idées citoyennes aussi qui peuvent participer à faire bouger les choses. Il ne faut pas attendre juste des politiques ou des grandes entreprises de faire quelque chose. C'est à nous, en tant que citoyens aussi, de se bouger en fait avec des bonnes idées. Et sur l'écotourisme, je pense que il y a beaucoup de choses qui peuvent venir du bas. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc faire des choses positives, en même temps que tu fais du tourisme, donc créer des actions positives, quoi. C'est ça. Et il y a aussi toute une valorisation en fait de notre nature, notre biodiversité. Elle est pas assez faite, en fait. Enfin, par exemple, je sais pas, mais là, on est en pleine période de baleines. Mmh. Je Exemple, Tadoussac, c'est genre la destination baleine du Québec, mais ils font rayonner ça de manière exceptionnelle, mais ils font aussi, donc, dans le marketing, mais aussi dans tout ce qui est comment les observer. Enfin, il y a beaucoup de documentation qui est disponible.
Mhm. Nous, on est une destination où on peut observer des baleines, mais pendant 6 mois de l'année. Ouais. C'est fantastique, mais est-ce que tu le vois quelque part? Est-ce qu'on est une destination baleine? Enfin, On n'est pas genre, une destination baleine. tu vois? Et ça, par exemple, enfin, et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a des tonnes, en fait. Et du coup, il y a vraiment un chemin à faire sur Ouais. notre valorisation. On est une réserve de biodiversité exceptionnelle. Et les gens ne le savent pas assez, en fait. Mhm. Ouais, 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 ouais. Donc, voilà. Ouais. Ouais, c'est vrai que pour beaucoup de gens, les baleines, elles se regardent à Tadoussac au Canada. Mais c'est les mêmes en plus, baleines. Bah, en plus, non, et il y a plein de points, en plus, si on veut pas faire d'excursion, où on peut les observer Du sol. du sol. Donc, je sais pas, genre mettre en place des jumelles, des panneaux d'indication. Enfin, genre, il y a plein de choses, en fait, qui peuvent être faites. Et je sais pas. Mais j'ai l'impression que ça se développe quand même de plus en plus, même aussi sur l'artisanat et tout ça, non? Forcément, on va vers de l'avant, en fait. Et comme je te disais, la Guadeloupe a un potentiel énorme. Et on n'est peut-être pas sur les mêmes dynamiques que les continents, disons. Il y a plein de choses qui existent déjà ailleurs, qui n'existent pas encore chez nous. Quand on est entrepreneur, c'est hyper intéressant. Mais enfin, on va que vers du positif. Et moi, tu vois, autant dans le monde en général, j'ai tendance à être un peu anxieuse, même éco-anxieuse, je pourrais dire, de tout ce qui se passe. Et je suis rassurée d'être en Guadeloupe, en fait. Parce que je me dis que, ben, où on est un peu, genre, comme on est isolé, on est un peu protégé de tout ce qui se passe autour. Et en fait, quand je vois la dynamique de résilience des Guadeloupéens, et de comment, en fait, même si le monde s'écroule, on aura toujours nos jardins, on aura toujours l'entraide, on sera toujours dans un climat qui est fantastique. Ben, en fait, ça me rassure d'être là. Et j'ai confiance en l'avenir en Guadeloupe plus qu'ailleurs. Ah waouh, c'est beau ce que tu dis. Mais et c'est pas tout le temps un discours qu'on entend. Ouais. Mais je pense qu'on en est tous conscients quand même quand tu connais un peu la dynamique du territoire. Après, il y a des gens qui sont beaucoup désillusionnés aussi, tu vois. Genre, il y en a plein qui partent parce qu'ils en ont marre des coupures d'eau, de ci, des choses qui avancent pas. Moi, je les identifie, ces problèmes-là, et je sais que c'est difficile. Euh, Après, j'essaie de voir le côté, Ouais, le le côté verre à moitié positif, plein. ouais, 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 complètement, c'est clair. Et alors du coup, à propos de côté positif et de résilience, ton parcours d'entrepreneur, ça c'est intéressant aussi parce que, si les gens qui écoutent ou comme ça, ils se disent peut-être: «Ah bah, peut-être qu'elle a hérité d'une fortune énorme et que, pour elle c'est super facile» ou quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, est-ce qu'il y a eu un déclencheur, un déclic où tu t'es dit: «Bon, en fait, OK, j'ai travaillé dans l'écotourisme, enfin dans le tourisme, j'ai fait de la recherche, donc du journalisme un petit peu. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais aller chercher des investisseurs, je vais aller chercher un terrain?» Comment t'es venu le l'idée? Ben, alors, j'ai toujours su qu'en fait, que je voulais créer une auberge de jeunesse. D'ailleurs, j'avais dit ça à un de mes profs en licence, et il m'avait dit: «Ton rêve me déçoit.» Ah bon? Merde. OK. Je Ça te déçoit? ouais, et d'ailleurs, je pense que quand ça sera ouvert, je vais l'inviter. Parce que là, vraiment, C'est pour lui? il avait dit ça devant tout le monde, devant la classe et tout, genre en mode, tu pourrais rêver plus, ou tu pourrais avoir plus d'ambition, quoi. Bon, après lui, c'était un doctorant, je sais pas, peut-être qui, bref. Mais voilà, Il a pas fait en recherche à l'ANC? ouais, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il était déçu. Mais moi, ça m'a jamais, en fait, j'ai toujours su que c'est quelque chose que je voulais faire. Et en fait, pendant le confinement et la première vague de Covid, en fait, je me suis retrouvée, déjà, ben, confinée au Canada, coincée, Mmh. et avec cette espèce de question de: «Mais en fait, je suis inutile». Genre, je suis inutile, je ne suis pas genre, hem, mon job, c'est pas de première nécessité. Et donc je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour avoir une activité ou créer quelque chose où je me sens utile pour la planète ou la société.» Mmh. Et du coup, c'est là que je me suis dit: «Mais en fait, il faut vraiment que j'accélère sur mon projet d'auberge de jeunesse», parce que mon projet, j'ai vraiment envie qu'il ait un impact positif. Tu vois, par exemple, j'ai envie de prendre que des jeunes en formation, 1re embauche, et de leur redonner un peu cette expérience que moi j'avais vécue en Nouvelle-Zélande quand j'avais 18 ans. J'ai appris OK. la vie en vivant dans des auberges de jeunesse, et j'ai envie de retransmettre ça, tu vois? Donc plein de petits impacts, tu vois? Genre, à mon échelle,
et c'est pour ça que je le fais aussi. Et du coup, ben, j'ai écrit le business plan et j'en ai parlé à des gens. Ils étaient enthousiastes. Et en fait, un jour, j'ai candidaté en me disant je vais tester justement à Move Outre-mer. D'accord, ouais. Donc, c'était un appel du ministère pour les acteurs engagés dans la transition écologique. Et j'ai été parmi les 13 candidats retenus. Et donc, en fait, eux, ils m'ont vraiment amené à repenser mon projet, à commencer à en parler, parce qu'avant, c'était un secret. D'accord. Et après, de fil en aiguille, en fait, en général, de toute façon, quand je commence quelque chose, il faut que je le finisse. Je suis pas du tout dans le enfin, il faut vraiment que ce soit achevé, en fait. Et donc, en fait, bah, je me suis embarquée. J'ai dit au monde que j'allais faire ça. Donc, je me suis donné les moyens, mais de tout. Genre, par exemple, la banque m'a dit non. Mmh. Et je les ai appelés pour leur dire: «Je suis pas d'accord avec votre décision». Et d'ailleurs, j'étais enceinte à 3 jours d'accoucher et je suis allée voir le directeur de la banque et je lui ai dit: «Vous devez réévaluer mon projet, s'il vous plaît». OK, Et en fait, je suis allée avec, mon mentor du réseau Entreprendre OK. et on est allés à 2 en mode, «Allez-y, il faut que ça passe, vous avez pas le choix, c'est une opportunité de fou, c'est pas vous qui investissez, mais enfin, c'est la loose». Et en fait, ben, je pense qu'ils m'ont dit: «Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui ne lâchait rien comme ça». Donc en fait, il s'est senti un peu obligé après tout ça. Waouh! Bon, après, ils m'ont dit, «Voilà, si tu n'arrives à convaincre, la BPI de te suivre, on y va». Donc en fait, je me suis dit: «Bon, bah, j'y vais». Donc je suis allée convaincre la BPI et petit à petit, en fait, au fur et à mesure, en arrivant à convaincre des gens de 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 l'impact positif que ce projet pourrait avoir, bah, j'arrive à avoir un peu des gens qui vont du coup va me soutenir, Mmh. que ce soit en réseau, en facilitation, ce genre de choses. Heu et c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à aller, à débloquer les financements parce que je suis partie de rien, hein. Mes économies perso et des financements à droite à gauche que j'ai trouvés, des concours d'entrepreneurs, des subventions que j'ai fait, des dossiers pendant toute la nuit, enfin, c'est juste, je pense que c'est l'endurance et la persévérance, qui m'a permis d'en être là, en phase de construction, plus qu'autre chose. Et du coup, donc en fait, c'est d'accord et tu es allé chercher des aides spécifiques? Tu as répondu à des appels à projets, donc tu as tout monté, Tout seul, ouais. d'accord, OK. Donc après là, j'ai utilisé mes capacités, disons rédactionnelles, Mmh. hem et j'ai appris sur le tas, en fait. J'ai appris à faire un prévisionnel, j'ai appris enfin, c'est vraiment c'est pour ça que ça m'a mis plus de temps, en fait. J'ai ça fait pendant 4 ans. Ouais, tu as commencé quand exactement? Bah, j'ai écrit en 2020 mon business plan Ouais, d'accord, ouais. et là, tu vois, on est en 2025. Ouais, OK Et et là, tu je ouais, ouais et tu en pleine construction là? ouais, ouais, ouais et bon, c'est long, mais c'est énorme, en fait. Petit à petit, je me suis rendu compte que peut-être que j'étais un peu trop ambitieuse. Genre, je créais un truc un peu trop gros et avec du recul, je me dis: «J'aurais peut-être dû commencer juste par les vélos», tu vois? Genre par un petit truc, quitte Ouais. à mais ça, c'est aussi ma nature un petit peu et je suis un petit peu exubérante. Donc je Peut-être pense que que si tu avais su tout ce que ça représentait, peut-être que tu te serais aussi, je serais pas allée comme ça. tu serais pas allé à ça. En Non, non. plus, en ayant un enfant entre-temps, quoi, Oui, c'est ça, bah, c'est ça, ouais, donc parce que, c'est énorme et qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce parcours? Est-ce que tu as eu une épreuve vraiment auquel à un moment donné, tu t'es dit: «Waouh»? bah, en fait, il y a une partie, j'ai l'impression que, je sais pas si on t'a déjà dit ça, que tu sais, la Guadeloupe a des énergies. En Mmh. fait et qu'il y a des gens à qui ça réussit et des gens à qui ça réussit pas Mmh. et moi, j'ai l'impression, en fait, j'ai toujours été en synergie avec l'île, hem et tout ce que j'ai toujours essayé, ça a toujours fonctionné, mais des fois un peu en mode genre limite, tu sais, je suis au bord de précipice, mais hop, finalement ça va et bah, en fait, plein de fois, j'ai l'impression, bon, c'est un petit peu spirituel, mais que l'univers, en fait, me met toujours les bonnes choses au bon moment, Mmh. heu C'est l'impression que ça donne, ouais. et tu vois, par exemple, je me disais: «Je vais ouvrir une auberge de jeunesse à Sainte-Anne». J'ai visité un terrain, c'était celui-là. J'ai réussi à convaincre les proprios de le bloquer pendant 2 ans. C'est une grande parcelle à Bois-Jolant Ouais, elles sont et super prisées ces parcelles. oui et en fait, la personne s'est dit: «Non, mais c'est super cool ce qu'elle veut faire». Bon, elle était très impatiente. C'était hyper stressant parce que je me disais: «Mais si je perds le terrain, je perds tout, en Ouais, fait». Parce que tu dois partir d'un terrain d'implantation pour faire tout ton bien business sûr. plan. Donc ça, c'était la période la plus difficile. C'était le temps, en fait, que la banque se décide, qui était hyper long parce que j'étais partagée entre les propriétaires qui voulaient vendre ou qui étaient impatients et la banque qui me faisait poireauter, en fait et donc cette espèce de latence entre les 2.
Je pense que c'était le plus difficile, je dormais pas la nuit, en fait. Alors j'ai passé au moment où j'ai signé la vente, là, je me suis mis à redormir. Ah ouais, Donc d'accord. c'était 2 nuits, 2 ans, pardon, 2 ans avec, un Ah oui. sommeil compliqué, ouais. Donc c'est un achat, tu as acheté le terrain? J'ai acheté le terrain D'accord, et je construis dessus, ouais. d'accord, OK. Waouh, super impressionnant. C'est quoi le conseil que tu voudrais donner, aux jeunes, ici qui voudraient se lancer dans ce genre d'aventure, Et ben, il y a quelque chose qui m'avait énormément inspirée d'ailleurs que José Ira, heu, du réseau Entreprendre, donc qui est membre avec nous, m'avait dit. En fait, il m'a dit, «Moi, j'ai démarré avec 500 €». Mmh mh. Et en fait, quand j'ai vu à la tête de ce qu'il a créé aujourd'hui, je me suis Mmh. dit: «Mais tout est possible, en fait». Mmh. Et en fait, il suffit juste que tu sois motivé Ouais, et que tu arrives à garder, en fait, cette persévérance ouais. et cette endurance et que tu perdes pas ton sang-froid, en fait et les choses vont se passer. Parce que mine de rien, en fait, quand on abandonne, forcément, oui, bah, tout part. Mais si après, il faut pas non plus persévérer dans l'échec, Oui, oui, si c'est clair. pas prédestiné. Par exemple, on va pas essayer de faire décoller une fusée de Point des Châteaux, on sait d'accord, c'est pas possible. Mais en tout cas, si tu as bien identifié ton potentiel et que tu y crois et que tu sais que ça peut marcher, bah, en fait, il faut juste s'accrocher et ça peut être long, ça peut être stressant, ça peut être hyper contraignant au niveau personnel, mais en fait, je pense qu'à la fin, ben, ça peut être que gratifiant. Ouais, Voilà. complètement. Ouais, Le c'est quoi? conseil, c'est L'enthousiasme et en tout cas, ton enthousiasme est communicatif. Je pense que les gens qui nous écoutent vont le voir, le sentir et c'est clair que ça fait la diff aussi. ouais, Parce qu'on a envie de participer et voilà, faut y aller, quoi. Mmh. c'est ça. C'est exactement ça. Petite série de questions un peu, rapides OK. et simples. Il y en a certaines, tu auras peut-être déjà un peu répondu, mais c'est pas grave. Hem, Est-ce que tu pourrais nous donner un mythe sur l'écotourisme? Ou une idée reçue qu'on entend souvent? Alors, un mythe sur l'écotourisme. Bah, j'ai l'impression, enfin, moi, j'ai même moi-même cette vision, tu sais, quand des écotouristes, tu sais, c'est un peu des gens qui sont habillés en kaki, avec des chaussures de rando, et limite, c'est des jumelles d'exploration, tu sais, et qui sont là. Donc, en fait, tu as un peu ce cliché, tu sais, comme aussi le touriste, tu sais, rouge avec sa chemise à fleurs, quoi. Bah, ça, c'est l'opposé, tu vois. Et, et en fait, du coup, ça catégorise vachement. Alors qu'en fait, l'écotourisme, c'est pas juste en plus quelque chose sur la nature, ça prend en compte en fait 3 dimensions comme le développement durable, le social, l'économie et aussi l'environnement. Donc en fait, on a tendance à recatégoriser l'écotourisme selon moi sur tout ce qui est biodiversité, environnement, alors qu'en fait, c'est quelque chose de bien plus grand qu'il faut Mmh. prendre en compte, selon moi. Ouais, OK, intéressant. J'aime bien le cliché là de ton mythe. Indiana Jones. Ouais. L'endroit en Guadeloupe où tu ressens le plus cette connexion avec la nature? L'endroit en Guadeloupe. Moi, j'ai toujours eu un espèce d'attachement bien particulier avec Pointe-des-Châteaux. Ouais. Cet endroit, en fait, à la pointe où tout se déchaîne, et en même temps, tu as l'impression un peu d'être Simba, tu sais? Dans le Roi Lion, là, qui regarde, Oui. toute la Guadeloupe qui s'étend sous tes yeux et en fait, là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très fort, très inspirant pour moi et je trouve que ça représente beaucoup l'île, en fait, aussi. Mmh. Hem, Encore un peu sauvage, encore un peu mystique. Tu sais, Pointe-des-Châteaux, c'est un lieu très mystique. Hem, c'est vraiment pour moi une icône, en fait et c'est un endroit aussi où j'ai besoin d'aller, où je sais pas, D'accord, tu vas te ressourcer là-bas. ouais, quand j'y vais, je suis bien, quoi. OK. Je suis trop contente d'y aller. Super. Si tu devais résumer Calou en un mot? Ah, c'est difficile ça. Impact, Impact? ouais. OK. Est-ce qu'il y a un livre, un film ou une personne qui t'a inspiré particulièrement pour ce projet ou dans tes actions? Oui, alors, bah, pour te raconter comment je me suis retrouvée à voir ce film.
Il faut que je te raconte, une autre anecdote d'abord. OK. En gros, tu sais, donc nous, notre but, c'est d'être autosuffisant et du coup, on s'est dit: «Mais en fait, nous, on est là, on est des jeunes, on est super à l'aise avec nos ordinateurs, on va en ville et tout, mais en vrai, l'autosuffisance, on n'y connaît rien du tout». Mmh. Et donc pendant le covid, après avoir écrit notre business plan avec, du coup, mon associé Jeff, on s'est dit: «Mais en fait, il faut qu'on apprenne à être autosuffisant». OK. Et donc on est parti au nord du Canada, dans le Wild Wild West canadien, Ah ouais? au nord de Vancouver. Tu dois conduire 12 heures au milieu de rien. Je vois le film dont tu parles, mais vas-y, continue. Et ah non, c'est même pas celui-là, tu vas voir, tu vas être surpris. Et du coup, on a vécu pendant 3 mois avec ce couple qui vit dans une vallée, mais complètement isolée de la civilisation, Ah ouais? au milieu d'une forêt, que tu peux conduire pendant 6 heures. La forêt, elle continue d'être là, des ours et des orignaux. Vive là. Ils vivent là, c'est une vallée avec 5 personnes et en fait, ils vivent en totale autonomie. Ils ont une maison? Ils ont une maison qu'ils ont, donc c'est un chalet qu'ils ont construit eux-mêmes, panneaux solaires, ils s'alimentent, et ils vivent l'hiver aussi, hein. Ils s'alimentent, avec, un jardin, complètement bio parce que le monsieur, c'était un ancien agriculteur bio de British Columbia qui, en fait, après, à sa retraite, il a décidé d'aller faire ça. Non mais un jardin, j'ai jamais mangé des aussi bonnes fraises, enfin et on a appris la vie pendant, 2-3 mois avec eux. J'ai appris à faire un couteau à partir d'un clou, tu sais, avec tresser des paniers avec des roseaux. On a construit, un cabanon, on prenait soin des animaux, on a entretenu le jardin, enfin, mais vraiment chaque aspect, en fait, de l'autosuffisance. On a analysé comment ils faisaient, on faisait tout. Genre, j'ai jamais aussi bien mangé et j'ai jamais eu autant d'abondance que dans Waouh. cette vallée et quand des fois je me sens pas bien et ben, je me reprojette là-bas Ah parce ouais? que OK, waouh. c'était un paradis, en fait et donc les gens, ils étaient confinés dans leurs appartements. Nous, on était genre en mode grandeur nature Mmh. dans cette vallée et en gros, c'est à eux qu'on a pitché le projet en premier et parce que du coup, on avait envie d'apprendre avec eux, on leur a expliqué notre Ouais, démarche et ils nous ont fait regarder le film Big Little Farm. Donc c'est OK. un couple d'entrepreneurs qui a ce rêve de construire une ferme bio en Californie et en gros, ils reprennent une parcelle, mais complètement détruite par les pesticides et tu suis toute leur aventure Mmh. et c'est un film hyper inspirant, de ce couple, en fait, qui décide, ils ont aucune connaissance, OK. heu et en fait, ils racontent leur histoire et du coup, de les voir dans cette aventure et ben, en fait, j'y pense souvent. Ça. Ah ouais, super. Big Little Farm. Big Little Farm, ouais. Ah génial. Ça me fait penser aussi à Pierre Rabhi qui était allé s'installer sur un terrain complètement sec, Ah au je sud de la France. Tu connais pas Pierre Rabhi? Non, je connais pas ça, Ah, non. Faut que je regarde. faut que tu découvres. Ah, tu vas triper. OK, L'agroécologie et OK, c'est le même genre de ouais, projet ouais. Il est décédé par contre il y a 2 ans, je crois, 3 ans. OK. Mais ouais, c'est Je me renseignerai, ouais, je regarderai. vraiment. Si demain tu pouvais lancer un autre projet éco-responsable, ça serait quoi? Ce serait, une façon de limiter le gaspillage alimentaire en Guadeloupe, en créant une espèce de plateforme qui fait que tout le monde peut se partager les produits de son jardin. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a une abondance. Moi, j'ai un manguier, Mmh. il y a des quand c'est la saison, je remplis des cabas de mangue Ouais. et je trouve ça aberrant, en fait, que, tu te vas dans une fruiterie et les mangues, tu vas les acheter genre Ouais. 5 €. Et en fait, je me dis: «Mais ce serait à nous, citoyens, de reprendre, en fait, tout ça et de je sais pas, de se dire, bon, je sais pas, genre mamie qui habite sur le Morne, là-bas, à Douville et ben, en fait, il y aurait, je sais pas, un service de jardinier qui vienne te débarrasser de tes mangues, t'en donnes une partie à la mamie et après le reste et ben, ça peut être ou alors échangé ou Mmh. réutilisé pour faire des produits locaux». Enfin, Complètement. un truc qui fait que en fait, tous les fruits arrêtent de pourrir au sol. Et ça se Hem, faisait, naturellement il y oui. a quelques, dizaines d'années. Oui, mais après, tu vois, il faut connaître, machin, qui veut bien te donner, enfin, Voisins, quoi. nous, on fait ça entre voisins, tu vois? Mais je pense qu'en fait, on aurait le mérite, surtout dans ce problème justement de les thématiques de gaspillage alimentaire, d'autonomie, autosuffisance alimentaire, vie chère, enfin, il y a un truc à faire, quoi, tu vois? Donc C'est clair. J'avais reçu, la fondatrice de Tipo Pays, Rachel? exactement, Rachel Lolia. Elle m'avait parlé de ça du un pro une idée comme ça aussi, hein, qu'elle avait pour récupérer justement tous les fruits, et en faire et les valoriser, quoi. Alors Non, mais il y a un vrai truc à faire, hein, mmh, après pour moi, c'est
ce serait un projet trop énergivore, tu vois. Donc, Ouais. Et là, on n'est plus trop dans l'écotourisme, ou alors non. tu demandes à des touristes d'aller ramasser les fruits. Oui, mais après, en fait, aussi, il y a le fait d'aller dans les C'est obligeant. propriétés des gens et tout. C'est compliqué. Mais après, c'est un sujet voilà, que j'y fais face tous les jours. Et du coup, si j'avais à entreprendre, j'aurais bien aimé Partir participer là-dessus. à ce genre d'initiative. Ouais. Ouais. Ok, intéressant. Dans 10 ans, où en sera Calou? Ben, j'espère qu'on aura 2 Calou. Ok. En gros, ben, j'aimerais vraiment en fait pouvoir pas m'arrêter à juste une auberge, mais créer un réseau d'auberges de jeunesse aux Antilles Guyane, Mhm. avec toujours la même philosophie, les mêmes valeurs. Donc, sensibilisation à la préservation des ressources, à l'environnement, inclusion sociale. Et en fait, que ce soit un peu notre branding et que tu puisses en fait aller à Marie-Galante, en Basse-Terre, mais aussi en Martinique, en Guyane. Donc tu te fais un trip Calou aux Antilles. Pas obligé, mais tu sais, genre comme un peu, tu sais, t'as les Hilton et t'as les Je vois. non, mais voilà, tu as un réseau en fait de produits touristiques qui proposent, en tout cas D'accord. des valeurs comme ça. Super, beau projet, je te souhaite que ça marche. Merci. Euh, Petit dernier message final. On a déjà abordé des questions. Si tu devais imaginer la Guadeloupe en 2042, OK. à quoi tu aimerais qu'elle ressemble? Alors j'aimerais, ben, qu'il y ait moins de déchets Ouais. et j'aimerais aussi en fait qu'il y ait moins de toute cette urbanisation qui est en cours et plus une revalorisation en fait de tous les centres qu'on a qui sont en totale décrépitude et je trouve ça vraiment Les dommage. centres-bourgs? Ouais, c'est en plus, c'est même pas que à Pointe-à-Pitre, c'est partout et je trouve ça dommage en parce qu'en fait, on a cette espèce de ces résidences qui se créent comme ça, Mhm. alors et qui sont très moches 20 ans plus tard et tous ces logements vides, en fait, qui sont en train de tomber en ruine et donc moi, j'aimerais vraiment, en fait, pouvoir, je sais pas, genre, tu vois, quand je suis au Moule, je suis en mode: «Waouh!» parce que je trouve que le Moule, il y a Une autre un vie. peu moins de ça. Ouais. Et tous les centres-villes de chacun des bourgs, en fait, auraient le mérite, en fait, d'avoir cette petite, C'est cette vrai que le bourg oui. du Moule, il est bien. Ah ouais, Enfin, il a pas, il y a la pas trop de place business, il y a avec, pas de. Ouais. mais tout, en fait. Enfin, s'il faut habiter en ville, il faut habiter au Moule, hein. Pour moi, c'est the place to be, si tu veux être urbain, en tout cas. Ouais, ouais. C'est vrai que le Moule, c'est un bel Mmh. exemple, ouais. Et mais ça, tu sais qu'il y a quand même des lois qui vont dans le bon sens, dans le sens où maintenant il y a zéro artificialisation nette, ce qui fait que c'est de plus en plus difficile de construire du neuf. Et on Ah mais incite. j'ai pas l'impression que ça s'applique au Guadeloupe pour l'instant. Disons que c'est encore des projets qui avaient été, on va dire, actés avant ça, je Ouais. pense. Et nous, on en suit aussi pas mal. On essaye d'optimiser, de limiter les impacts de ces projets. Non, mais c'est vrai que l'idée, c'est de revitaliser les Ah centres. bah oui, ce serait génial et Surtout qu'il y a des beaux patrimoines culturels, architecturaux aussi, hein, si tu vois Pointe-à-Pitre et mais surtout qu'aussi avant, enfin, les personnes qui me parlent beaucoup de Pointe-à-Pitre, par exemple, disent: «Oui, avant, la place de la Victoire, c'était the place to be, c'était là où on était, les gens sortaient», enfin et par exemple, rien que quand tu expliques à un touriste: «Ah mais va pas dans» enfin, c'est moi je suis encore choquée, on m'avait dit ça quand je suis arrivée, il y a plus de 10 ans, en 2013, je voulais aller visiter Pointe-à-Pitre et on m'a dit: «À 17 heures, quand le soleil se couche, peu importe ce que tu es en train de faire, tu fuis, tu cours, tu prends un taxi, tu prends un bus, enfin genre tu fuis, c'est ouais, hyper quitte à dangereux». mourir. Et limite voilà, et limite je me suis dit: «Mais j'étais là dans Pointe-à-Pitre, c'est 16h30, ah!» enfin genre et en fait, j'ai fait le carnaval beaucoup, donc en fait, j'ai beaucoup sillonné Pointe-à-Pitre pour aller chercher des plumes et des paillettes et des morceaux de costumes. Et en fait, genre, je me suis dit c'est comme ça que j'ai découvert Pointe-à-Pitre, les Pointois en particulier et il y a vraiment une vibe spéciale, ces gens-là, ils sont exceptionnels, je trouve, il y a un truc et je me dis: «Mais en fait, à quel moment on en est arrivé dans ce basculement, en fait, où, ben, les endroits safe pour, être le soir, c'est, éventuellement les bords de mer ou et quand on me pose des questions, c'est: «Où est-ce qu'on sort le soir?» Ouais. Bah, limite, je suis encore en mode, je sais pas trop quoi te répondre. La marina, oui, non, enfin, tu vois? Il y a ce problème de sécurité et je suis allée en désolée, hein, je divague, mais Non, non, mais vas-y. je suis allée en République dominicaine en vacances, en août
Et en fait, j'étais impressionnée parce que Santo Domingo, c'est pas du tout comme ça. C'est genre, Ouais. tout le monde est là dans la rue. Le soir, tu as de la musique, des enfants, des familles et tu as toujours des polices touristiques, je sais pas comment ils appellent ça, qui sont toujours là pour assurer ta sécurité et qui sont sympas. Donc, ils vont t'indiquer, ils vont être, et en fait, cette espèce d'effervescence trop bien, et ben, qu'on n'a pas en fait, nous aujourd'hui dans les centres-villes alors que, C'est vrai que c'est un choc que j'ai eu, un des chocs, peut-être même la plus grosse surprise, la première fois que je suis venu en Guadeloupe, c'était en vacances à l'époque et j'ai dit: «Beh, viens, on sort dans le centre. on sort, on va en ville». Tout est fermé. C'est juste que mais c'est où en fait? Où est-ce que ça se passe? Et c'est vrai que ouais, mais il y a eu des initiatives, hein, récemment, mais ju avant le covid, il y avait eu, un propriétaire, j'ai oublié son nom là, qui avait enfin un gars qui avait ouvert le 1973. David Drummond. Ouais, voilà, ça tu connais? Et mais finalement ça a pas été pérennisé, hein, je Bah, en fait, je pense que c'est encore, enfin, peut-être que je dis n'importe quoi, hein, mais j'ai l'impression que Pointe-à-Pitre reste en fait un terrain miné, et autant ça peut bien se passer, mais dès qu'il y a une tension sociale, tout bascule en fait mmh, dans le chaos. Et c'est pour ça que tous les personnes qui essaient de créer des choses là-bas, ils sont hyper courageux vraiment parce que en fait, d'un jour à l'autre, tu te retrouves, dans des situations mais qui sont carrément chaotiques là, les crises sociales qu'il y a eu encore il y a 2-3 ans, enfin, mmh. c'était hyper, enfin, il y avait des feux, enfin, Ouais, c'était, c'est ça. Oui, c'est vrai. et c'est vrai que je pense que une des seules villes, c'est le Moule où tu sors, non, mais même, tu vois, Sainte-Anne, c'est mort, tout est éteint, il y a rien, enfin, tu vois? Et c'est dommage. Peut-être Saint-François un peu moins, mais Ouais. il manque encore, Bon, Marina de Pointe-à-Pitre, Basse-Terre un peu. et encore la marina de Pointe-à-Pitre. Oui, bah, Ouais. c'est voilà. OK, on va finir sur un message. Si tu devais parce qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent depuis, l'Hexagone ou même le Canada ou même, en fait, on a vu qu'il y a des gens partout dans le monde qui nous écoutaient. Trop bien. Donc c'est super, il y a des gens en Australie, donc coucou tout le monde. Si tu avais un conseil à donner aux futurs, touristes qui vont venir se balader, sur, notre magnifique archipel, ça serait quoi? Moi, je dirais que c'est d'arrêter, en fait, de constamment essayer de rester dans les clichés. Je trouve qu'en fait, c'est ce qui crée une bad vibe. Je Mmh. trouve qu'on a trop tendance à cantonner la Guadeloupe à, la plage, une petite doudou en madras, un sorbet coco, et en fait, c'est pas du tout ça la Guadeloupe, c'est 4 fois plus profond, et quand tu arrives à arracher un peu, tu sais, cette pellicule, de clichés, Mmh. là, tu découvres la vraie destination. Tu vas te retrouver avec une population qui va pas avoir l'impression d'être un acteur de Disney, mais genre juste lui-même. Et là, tu vis une vraie expérience. Moi, c'est ça que je conseillerais, c'est d'aller au-delà de ce qu'on te vend, qui est en fait, en plus, un espèce d'image, complètement, Final, un peu comme quand tu vas partout finalement. oui, 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 carrément, ça s'applique à toutes les destinations, hein, mais c'est de pas rester, en fait, dans ces clichés, parce que, bah, déjà, en fait, c'est réducteur. Enfin, je veux dire, nous, les Français, on n'est pas là avec notre baguette, t-shirt rayé, avec une moustache. Enfin, je veux dire, si tu vas voir en France et que tu penses que comme ça et que tu n'identifies même pas les différences culturelles de chaque région, Mmh. ben, c'est sûr qu'en fait, n'arrives pas à avoir accès à ce qu'est la destination profondément et un territoire. Donc venez avec un esprit ouvert, sans a priori. C'est ça, exactement, ouais. Super. Écoute, Joséphine, merci beaucoup Bah, pour, oui, merci de m'avoir invitée. ouais, c'était un plaisir. Si les gens veulent, retrouver, tes activités, beh, pour l'instant, c'est surtout les vélos qui sont directement disponibles? Oui, et en fait, ce qu'on fait aussi, donc, Mmh. comme j'ai tout ce bagage dans le tourisme, en Guadeloupe, on est en train de développer, donc comme je disais, un blog, et sur les réseaux sociaux, on documente chaque étape, en fait, de la construction de l'auberge. Ouais. Donc pour inspirer, pour créer du lien, on est aussi en train de préparer des chantiers participatifs parce qu'on a envie que ce soit quelque chose de collaboratif, en fait, que ce soit pas juste nous qui construisons et qui proposons un produit, mais que chacun, en fait, participe à son échelle, à ce projet qui, pour moi, j'ai envie que les Guadeloupéens se l'approprient en particulier. Exemple type, hein, la cuisine, j'ai pas envie d'acheter des fourchettes, j'ai envie que chacun ramène, son verre et sa fourchette qui a vécu, et en fait, on va réutiliser, tu vois,
tout ce qu'on peut en fait, en tout cas en mobilier, qui a déjà eu une vie, une histoire D'accord. et donc nous suivre sur les réseaux, c'est donc Kalou Hostel D'accord. et bientôt, donc on a notre site web Kalou Bike. Donc Oui. là, on va partager plus des tips sur, le cyclotourisme et après notre site internet qui va bientôt sortir aussi, Kalou Hostel. D'accord, génial. Eh ben, écoute, on mettra tous ces liens dans les commentaires et dans les textes de description. Trop cool. Et bah, voilà, avis à tous. Voilà, vous savez qu'il y a un éco-hôtel qui est en train de se monter. Il y a des vélos qui sont disponibles avec des tours super intéressants à faire, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis, bon, on vous souhaite tout le succès que vous Merci méritez. beaucoup et on espère te voir, sur nos vélos bientôt. Oui, mais j'y ai carrément pensé, c'est sûr, vous allez me voir venir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Continuez à vous abonner, à partager. C'est ça qui nous aide le plus. Et je vous souhaite une superbe, belle semaine. À bientôt. Régénération Caraïbes, le podcast.